Leçon de jots de sang tombantes. Sur la paille de trempe, résonner sur la place de la Concorde, comme un métronome macabre, marquant le dernier instant d'une époque. C'était le 16 octobre 1703, et la lame de la guillotine tremblait encore de l'impact, tandis que le bourreau soulevé par les cheveux, la tête décapitée de celle qu'on avait jadis appelée la plus belle princesse d'Europe. Les yeux bleus de Marie-Antoinette, autrefois brillants comme des saphirs dans les salons de Versailles, fixaient désormais le vide, une expression de terreur figée dans le temps. La foule rougissait comme une bête affamée enfin rassasiée. Mais peu savaient que cette mort brutale n'était que l'aboutissement d'une agonie qui s'était étirée sur 4 années d'humiliation, de torture psychologique et d'une dégradation si systématique qu'elle avait transformé une reine en fantôme bien avant son exécution. Marie-Antoinette Josepha Jeanne de Habsbourg-Lorraine arriva en France en 1710, enfant de 14 ans à peine, emportant avec elle le parfum des roses de Schönbrunn et l'ingénuité de celle qui a grandi parmi les cristaux de Bohême et les jardins impériaux. Fille de la puissante impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, elle débarqua sur le sol français, non comme une personne, mais comme le symbole vivant d'une alliance politique destinée à consolider la paix entre deux puissances européennes. Ses pieds délicats, encore habitués au marbre viennois, foulèrent pour la première fois les tapis de soie de Versailles, sans savoir qu'elle marchait sur un volcan sur le point d'exploser. La cérémonie de présentation fut un spectacle de protocole froid et calculé, dépouillée de ses vêtements autrichiens par les dames de la cour française, comme si sa propre identité était une robe à jeter. Elle émergea nue et tremblante dans une tente dorée, pour être revêtue de tissu français qui la transformerait symboliquement d'archiduchesse autrichienne en future reine de France. Le mariage avec le dauphin Louis-Auguste, futur Louis SI, fut célébré en mai 1710 avec une pompe qui coûta l'équivalent de dizaines de millions d'euros actuels. Versailles brillait comme jamais, des milliers de bougies illuminaient les miroirs de la galerie des glaces, les jardins exhibaient des fontaines jaillissant d'eau parfumée pendant des jours, et la jeune archiduchesse, désormais dauphine de France, dansa pour la première fois sous le regard d'une cour qui l'observait comme des faucons étudient une proie. Ses cheveux dorés, coiffés en tours élaborés, décorés de plumes d'autruche, de perles et même de miniatures de navires en hommage aux victoires navales françaises, devinrent légendaires. Elle portait des robes pesant plus de 20 kilos, brodées de fils d'or et de pierres précieuses, et ses bijoux, un collier de diamants estimé à des fortunes entières, reflétaient la lumière comme des étoiles tombées du ciel. Mais derrière toute cette magnificence, Marie-Antoinette restait une adolescente effrayée, qui pleurait seule dans ses appartements et écrivait des lettres désespérées à sa mère, implorant des conseils pour naviguer dans les eaux troubles de la cour française. Pendant les premières années de son règne, commencées en 1772, lorsqu'elle et Louise furent couronnées, Marie-Antoinette vécut comme une déesse parmi les mortels. Versailles était son terrain de jeu doré, où chaque caprice était immédiatement satisfait par des centaines de serviteurs qui se prosternaient en sa présence. Elle se réveillait à midi dans un lit à baldaquin brodé d'or, était baignée dans de l'eau parfumée aux essences de rose importées de Damas et habillée par une hiérarchie complexe de dames d'honneur, chacune responsable d'une pièce précise de sa garde-robe. Ses journées étaient remplies de parties de cartes où elle misait des sommes qui pourraient nourrir des villages entiers,
de promenades dans les jardins en carrosses ornés d'ivoire et de nacre, et de bals qui se prolongeaient jusqu'à l'aube, où elle dansait des minuets avec la grâce d'une fée parmi les courtisans qui chuchotaient des flatteries à ses oreilles comme des prières. Elle fit construire un théâtre privé, où elle jouait des pièces pastorales, se déguisant en paysanne tandis que de véritables paysans mouraient de faim dans les rues de Paris. Au Petit Trianon, son refuge personnel à Versailles, elle créa un village artificiel complet avec des moutons parfumés, des vaches aux rubans colorés et une fromagerie décorée de porcelaine de Sèvres, où elle jouait à être une simple bergère pendant que le royaume s'effondrait autour d'elle. Les premiers vents de la tempête commencèrent à souffler dès les années, se manifestant initialement par des murmures venimeux qui circulaient dans les couloirs sombres de Versailles et les salons de Paris. La cour de France, envieuse de l'influence de la jeune reine, commença à répandre des rumeurs sur ses prétendues extravagances et son origine autrichienne. Des pamphlets anonymes circulaient dans la capitale, la décrivant comme l'Autrichienne, un terme chargé de mépris qui insinuait qu'elle était une espionne au service d'intérêts étrangers. Les premiers libelles pornographiques apparurent vers 1775, illustrations grotesques la représentant dans des situations obscènes avec des amants imaginaires, détruisant systématiquement sa réputation. À chaque scandale inventé, à chaque histoire fabriquée sur ses dépenses soi-disant exorbitantes, bien qu'elle ne représentait qu'une fraction du budget réel, son nom devenait plus haï dans les tavernes et les marchés de Paris. Le fameux épisode du collier de la reine, en 1785, fut le coup de grâce à sa réputation, même victime d'une arnaque élaborée perpétrée par des aventuriers qui avait falsifié sa signature. Elle fut jugée coupable par l'opinion publique, déjà convaincue de sa nature corrompue. Quand la Révolution éclata finalement en 1759, Marie-Antoinette observa depuis les fenêtres de Versailles les premières flammes de la rébellion se propager à l'horizon comme un incendie incontrôlable. Les foules qui marchaient vers le palais n'étaient plus des sujets se prosternant, mais des visages crispés par la fureur, les poings serrés levés en l'air, des voix rauques criant des mots qu'elle comprenait à peine, mais dont la haine était indéniable. La première grande humiliation arriva le 5 octobre 1759, lorsque des milliers de Parisiennes, armées de phocides, de gourdins et de couteaux de cuisine, envahirent Versailles exigeant du pain et justice. Elles forcèrent les portes des appartements royaux, poursuivirent la reine dans les couloirs où elle avait autrefois dansé des minuets, et elle manqua de peu d'être lynchée sur place, se sauvant de justesse en se réfugiant dans les appartements du roi. Ses vêtements furent déchirés par les doigts avides de la foule, ses cheveux démêlés, et pour la première fois de sa vie, Marie-Antoinette goûta l'amertume de la peur véritable. Quand elle réussit enfin à apparaître sur le balcon royal pour calmer la foule, elle était pâle comme un spectre, tremblant visiblement, les yeux rouges de larmes contenues. La famille royale fut forcée de quitter Versailles et de s'installer au palais des Tuileries à Paris, mais cette résidence royale devint rapidement une prison dorée. Marie-Antoinette, qui commandait autrefois le protocole de l'une des cours les plus sophistiquées d'Europe, vivait désormais sous surveillance constante. Des gardes révolutionnaires marchaient dans les couloirs de marbre avec leurs bottes boueuses, fumant la pipe et crachant par terre là où autrefois seuls des murmures respectueux résonnaient. Elle ne pouvait plus sortir sans escorte, recevoir de visites sans autorisation,
ni même choisir ses propres vêtements sans qu'ils soient inspectés par des fonctionnaires républicains à la recherche de messages secrets cachés dans les plis des tissus. Ses bijoux furent confisqués un à un, ses robes de cour remplacées par des vêtements simples en coton qui rendaient sa peau aristocratique encore plus pâle et délicate. Dans les lettres qu'elle parvenait à envoyer secrètement à sa famille en Autriche utilisant des encres invisibles et des codes élaborés, elle décrivait comment ses mains, autrefois douces comme des pétales, étaient devenues rugueuses et coupées. Forcée de coudre ses propres vêtements et de s'occuper de tâches ménagères, dont toute son éducation aristocratique l'avait préservée. Si vous suivez ce récit et souhaitez continuer à découvrir des histoires qui révèlent les aspects les plus sombres et fascinants de l'histoire humaine, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres récits comme celui-ci, qui plongent au cœur de l'expérience humaine avec la même intensité et la même rigueur historique. La tentative de fuite de la famille royale en juin 1751 marqua le début du chapitre le plus cruel de l'agonie de Marie-Antoinette. L'opération connue sous le nom de fuite de Varennes fut planifiée pendant des mois avec la précision d'une opération militaire. Déguisée en gouvernante, le visage couvert d'un simple voile et vêtu de vêtements paysans qui rendaient sa posture royale encore plus incongrue, elle tenta de s'échapper de Paris en carrosse avec le roi et ses enfants. Mais la conspiration fut découverte et ils furent capturés à quelques lieues seulement de la frontière autrichienne. Le retour à Paris fut un chemin de croix d'humiliation. Des foules se massaient le long de la route pour insulter la famille royale, crachant sur la voiture, criant « Mort aux traîtres ». Marie-Antoinette resta droite tout au long du voyage, le menton levé dans un dernier sursaut de dignité royale, mais des témoins rapportèrent que des larmes silencieuses coulaient constamment sur ses joues, laissant des traces brillantes qui séchaient et étaient remplacées par de nouvelles larmes dans un cycle interminable de désespoir. L'emprisonnement à la tour du Temple, où la famille fut transférée en août 1792, transforma l'ex-reine de France en une prisonnière ordinaire. La tour médiévale, humide et froide, était infestée de rats qui couraient dans les couloirs de pierre produisant un bruit constant de petites griffes griffant le silence. Marie-Antoinette, qui avait un jour dormi sur des matelas de plumes de cygne recouverts de soie de lion, partageait désormais une petite chambre avec toute sa famille, dormant sur un lit dur recouvert seulement de draps rêches. Ces repas, qui comprenaient autrefois des dizaines de plats servis dans de la porcelaine de Sèvres par des laquais gantés de blanc, furent réduits à des soupes fades et du pain noir servi dans des bols de terre ébréchés. Mais la torture la plus raffinée était psychologique. Elle pouvait entendre à travers les murs de pierre les cris de la foule qui se rassemblait quotidiennement devant la prison, entonnant des chansons obscènes à son sujet et exigeant sa mort avec une régularité qui transformait la haine en une sorte de liturgie diabolique. L'exécution du roi Louis le 21 janvier, quelque chose de fondamental dans l'esprit de Marie-Antoinette. Elle apprit la mort de son mari non pas par un communiqué officiel, mais par les cris de joie de la foule qui résonnèrent dans la tour du Temple comme les vagues d'un tsunami de cruauté. Des témoins de l'époque décrivent comment elle resta immobile pendant des heures après avoir reçu la nouvelle, assise sur sa chaise en bois, les yeux fixés dans le vide, les lèvres entr'ouvertes comme si elle essayait de prononcer des mots qui ne sortirent jamais. Ses mains toujours élégantes se mirent à trembler de façon incontrôlable, et ce tremblement ne cessa plus jamais complètement. Rosalie Lamorlière, une des servantes qui réussit à rester avec elle jusqu'à la fin, rapporta dans ses mémoires qu'à partir de cette date, Marie-Antoinette semblait parler à des fantômes,
murmurant des réponses à des questions que personne d'autre n'avait posées, comme si elle vivait simultanément dans le présent cruel et dans les souvenirs d'un passé doré devenu plus réel que la réalité qui l'entourait. La chute de Marie-Antoinette, la séparation forcée de ses enfants en juillet 1713 acheva de briser la femme que Marie-Antoinette était devenue. Son fils aîné, Louis-Charles, âgé de seulement 8 ans, fut arraché de ses bras par des soldats qui l'emmenèrent pour être rééduqué selon les principes républicains. Elle se cramponna à l'enfant avec une force désespérée, ses ongles laissant des marques sur les uniformes des gardes, hurlant d'une voix qui ne semblait plus humaine. Le garçon, terrorisé, tendait ses petits bras vers elle pendant qu'on l'emmenait, ses yeux bleus, si semblables aux siens, débordant de larmes qu'elle ne pourrait plus jamais essuyer. Sa fille, Marie-Thérèse, resta auprès d'elle quelques semaines encore, mais la jeune fille de 14 ans était devenue une ombre d'elle-même, ne parlant plus qu'à voix basse et passant des heures à observer sa mère avec une inquiétude qui ne devrait pas exister dans des yeux si jeunes. Lorsque finalement on lui enleva sa fille, Marie-Antoinette s'effondra complètement. Elle passa 3 jours sans manger, sans parler, ne faisant que marcher de long en large dans sa cellule comme un animal blessé cherchant une issue qui n'existait pas. Le transfert à la prison de la Conciergerie en août 1713 marqua le début de la phase finale de son agonie. Si la tour du Temple était une prison royale, la Conciergerie était un véritable abattoir humain. La cellule numéro 280, où elle fut enfermée, ne mesurait que 4 mètres carrés, avec des murs humides qui suintaient constamment une substance visqueuse et nauséabonde. L'odeur de moisie, d'excréments humains et de corps en décomposition imprégnait l'air à tel point qu'elle vomissait constamment, son estomac rejetant même les maigres aliments qu'on parvenait à lui offrir. Une paille pourrie recouvrait le sol de pierre, où elle dormait emmitouflée dans une mince couverture qui ne parvenait pas à la protéger du froid qui lui pénétrait jusqu'aux os. 2 gardes-femmes la surveillaient constamment, rapportant chaque mouvement, chaque parole, chaque soupir, transformant son existence en un spectacle de dégradation permanente. Elle faisait leurs besoins intimes en présence de ces femmes, qui les observaient avec une cruauté fascinée, comme si elles assistaient au démontage d'une œuvre d'art. Pendant les 2 mois et demi qu'elle passa à la Conciergerie, Marie-Antoinette connut une dégradation physique qui choqua même ses geôlières. Ses cheveux blonds, qui furent jadis sa gloire, blanchirent complètement en quelques semaines, devenant clairsemés et cassants comme des brins de paille sèche. Sa peau, autrefois comparée à de la porcelaine de Meissen pour sa pureté et sa douceur, prit une teinte grisâtre et se couvrit de plaies qui ne cicatrisaient pas en raison de la malnutrition et des conditions insalubres. Elle perdit tellement de poids que ses vêtements, déjà simples, lui tombaient sur le corps comme des sacs vides. Ses mains, un jour ornées des plus beaux anneaux d'Europe, étaient maintenant enflées et couvertes de coupures infectées. De mauvais témoignages de l'époque décrivent comment ses yeux, autrefois comparés à des saphirs, perdirent complètement leur éclat, devenant opaques et creux, comme des puits sans fond où la lumière ne pouvait plus pénétrer. Le procès de Marie-Antoinette, qui commença le 14 octobre 1780, fut une mascarade judiciaire aussi élaborée que cruelle. Pendant 2 jours, elle fut obligée de rester debout devant le tribunal révolutionnaire, répondant à des accusations qui incluaient la trahison, l'espionnage, la corruption de ses enfants et la conspiration contre la liberté de la nation. Fouquier-Tinville, le procureur public, présenta des preuves qui étaient pour la plupart des rumeurs, des lettres falsifiées et des témoignages de personnes qui ne l'avaient jamais connu personnellement. Mais Marie-Antoinette,
même réduite à cette ombre d'elle-même, trouva la force de répondre avec une dignité qui impressionna même ses ennemis. Sa voix, bien que faible, restait ferme lorsqu'elle niait les accusations les plus absurdes. C'est que, j'ai jamais appris à mes enfants à considérer le peuple français comme un ennemi, déclara-t-elle, et pendant un instant, dans ce tribunal rempli de haine, résonna la voix de la reine qu'elle avait été. Mais tous savaient que le verdict était déjà décidé Avant même le début du procès. La guillotine l'attendait comme un autel, où elle serait sacrifiée non pour ses crimes réels, mais pour représenter un monde que la Révolution voulait détruire à jamais. La dernière nuit de Marie-Antoinette fut passée dans une veille mêlant terreur et une étrange sérénité. Le père Henri Girard, qui réussit à lui rendre visite déguisée, rapporta par la suite qu'elle passa des heures à genoux sur la paille humide, priant avec une intensité qui semblait vouloir concentrer toute une vie de foi dans ces derniers moments. Ses larmes coulaient sans cesse, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir sec, c'étaient des larmes d'une purification qu'elle-même ne comprenait pas complètement. Elle demanda du papier Et de l'encre pour écrire une dernière lettre à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, lettre qui deviendrait l'une des pièces les plus touchantes de la littérature carcérale mondiale. Se meurt libre de haine contre ceux qui me condamnent. Écrivit-elle d'une écriture tremblante mais encore élégante. J'espère que ma mort apportera le bonheur à la France et que mes enfants trouveront dans ce pays, que j'ai tant aimé, tous les bienfaits qu'ils méritent. La lettre, interceptée par les autorités, ne parvint jamais à destination, mais les mots restèrent comme le testament d'une âme qui, même brisée, pouvait encore pardonner. L'aube du 16 octobre 1780 arriva avec un épais brouillard qui enveloppait Paris comme un suaire. Marie-Antoinette s'éveilla, si elle avait vraiment dormi, au son des préparatifs de son exécution, sur le traînage du bois sur la place, les cris des marchands ambulants, annonçant cette belle vue pour voir la veuve Capétique. Le nom par lequel les révolutionnaires la désignèrent, lui niant même son identité royale. Lorsque le bourreau arriva pour lui couper les cheveux, elle ne résista pas, le laissant défaire les derniers vestiges de son ancienne gloire par des gestes brusques et impatients. Les fils blonds et blancs tombèrent au sol comme des pétales de fleurs fanées, et lorsqu'il eut terminé, elle passa la main sur sa tête rasée d'un geste d'étrange curiosité, comme si elle touchait la tête d'une étrangère. Le trajet de la conciergerie à la place de la Concorde dura exactement 35 minutes, mais pour Marie-Antoinette, cela dut paraître une éternité. Liée par des cordes rugueuses qui lui blessaient les poignets, elle fut placée dans un tombereau ordinaire, non pas la somptueuse voiture dorée dans laquelle elle avait tant de fois défilé dans les rues de Versailles, entourée de gardes à cheval, et suivie par une foule de plus de 30 000 personnes qui criaient des injures, chantaient des chansons obscènes et lui jetaient de la boue et des détritus. Elle resta droite tout au long du parcours, les yeux fixés sur un point lointain au-dessus des têtes de la foule, comme si elle contemplait quelque chose d'invisible, perceptible à elle seule. Des témoins rapportèrent que ses lèvres bougeaient constamment, probablement dans des prières silencieuses, et qu'une étrange sérénité s'était emparée de son visage, comme si la proximité de la mort l'avait libéré de la peur qui l'avait tourmenté si longtemps. Arrivée finalement à la guillotine, Marie-Antoinette marcha jusqu'à l'échafaud de ses propres pieds, refusant d'être portée par les soldats. Ses derniers pas sur la terre furent empreints d'une dignité qui contrastait cruellement avec la sauvagerie de la foule autour d'elle. En montant les marches de bois menant à la plateforme d'exécution, elle trébucha légèrement, et par réflexe, piétina le pied du bourreau Charles-Henri Sanson. Ses derniers mots furent des excuses. « Pardon, monsieur, ce n'était pas intentionnel »,
un moment de courtoisie aristocratique qui survécut jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Samson, expérimenté dans les exécutions, admit plus tard que ce geste de politesse au moment suprême le troubla plus que n'importe quel cri de désespoir ne l'aurait fait. Positionné à genoux devant la guillotine, sa tête maintenue dans le billot de bois, Marie-Antoinette connut quelques secondes finales de conscience. Le monde autour d'elle se réduisit à des sensations primaires, l'odeur du bois humide, le rugissement animal de la foule, le vent froid d'octobre caressant sa nuque dénudée. Puis à 12h15, la lame tomba avec un bruit sec qui fendit l'air comme un coup de tonnerre, et la vie de Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, veuve Capet, ex-reine de France, prit fin de manière si abrupte que la foule mit quelques secondes à comprendre que le spectacle était terminé. Le bourreau souleva la tête tranchée par les cheveux clairsemés, l'exhibant aux quatre coins de la place tandis que le sang dégoulinait sur l'estrade en bois. La foule éclata en cris de joie, mais certains témoins rapportèrent un moment de silence étrange, comme si même les révolutionnaires les plus exaltés ressentaient le poids de ce qui venait de se passer. Le corps sans tête fut jeté dans un cercueil ordinaire avec la tête, et tous deux furent transportés au cimetière de la Madeleine, où ils furent enterrés dans une fosse commune à la chaux vive, la même substance utilisée pour décomposer rapidement les restes mortels des criminels ordinaires. Mais la mort de Marie-Antoinette ne mit pas un terme à son histoire, elle la transforma en quelque chose de plus puissant et de plus troublant. Dans les mois qui suivirent son exécution, des récits d'apparition de son fantôme commencèrent à circuler dans les couloirs de Versailles, toujours vêtu d'une robe blanche tachée de sang, cherchant ses enfants qui lui avaient été arrachés. Rosalie Lamorlière, sa dernière servante, passa le reste de sa vie tourmentée par des cauchemars, où elle entendait la voix de l'ex-reine appeler ses enfants au milieu des bruits de la guillotine. Charlotte Corday, avant sa propre exécution, déclara avoir vu Marie-Antoinette en rêve, la mettant en garde contre les horreurs à venir. Même certains des révolutionnaires les plus fervents commencèrent à manifester des remords. Fouquier-Tinville, le procureur qui avait mené son procès, fut ensuite exécuté par la même guillotine, et ses derniers mots furent une demande de pardon adressée au fantôme de la reine morte. La cruauté de la mort de Marie-Antoinette ne résidait pas seulement dans la guillotine, ce ne fut que l'acte final d'une symphonie d'horreur qui dura 4 ans. La véritable cruauté fut la destruction systématique de tout ce qu'elle était, son identité, sa maternité, son espérance. Elle fut obligée d'assister à la démolition de son monde, morceau par morceau, personne par personne, symbole par symbole, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un corps brisé attendant la fin. La Révolution ne se contenta pas de la tuer, elle voulut l'humilier, la rabaisser, la transformer de symbole de pouvoir en symbole de décadence, de déesse en mendiante, de mère en orpheline de ses propres enfants. Aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard, lorsque nous visitons Versailles et que nous marchons dans les salons où Marie-Antoinette danse à ses derniers menuets, il est difficile de ne pas sentir l'écho de sa présence, non pas la reine frivole des pamphlets révolutionnaires, mais la femme qui fit face à la mort avec plus de courage que beaucoup de ses bourreaux n'en montrèrent de leur vivant. Son histoire nous rappelle que derrière chaque symbole politique, derrière chaque représentation historique, il y a toujours un être humain avec ses peurs, ses espoirs, ses douleurs, et une capacité infinie tant à la frivolité qu'à la dignité. Marie-Antoinette mourut comme symbole d'un régime, mais son agonie fut profondément, douloureusement humaine, et c'est peut-être cette humanité, révélée dans les moments les plus extrêmes, qui rend son histoire non seulement un récit historique, mais un miroir sombre où nous pouvons encore reconnaître nos propres faiblesses, et paradoxalement, notre propre capacité à les transcender,
lorsque nous atteignons la limite absolue de notre résistance.